on sera encore davantage ralenti si on nous demandait de courir dans la boue. Et le ralentissement sera d'autant plus important que la boue sera visqueuse. Donc, imaginez donc que nous soyons des molécules à diffuser dans ce milieu où nous courons. Dans le milieu où l'eau sera libre, la course va être plus rapide, il n'y aura pas de restriction pour la diffusion, alors que dans le milieu boueux, avec beaucoup d'obstacles, on aura une grosse restriction de la diffusion. En pratique, imaginez un tissu qui est lâche, avec des espaces intercellulaires très larges. L'eau va donc facilement diffuser autour de cette cellule et nous n'aurons pas de restriction de la diffusion lorsque nous allons mesurer la diffusion de l'eau. Par contre, en situation pathologique ou en situation d'hypercellularité, nous aurons les espaces interstitiels qui seront très restreints, les molécules d'eau auront de la peine à circuler et en ce moment-là, nous aurons une restriction de la diffusion. Voilà, nous regardons juste un petit exemple ici pour passer. Quelqu'un qui a un accident vasculaire, sur la séquence avec suppression du signal de la graisse, on voit la tache blanche qui est de cartographie vasculaire. Elle va être majorée sur la séquence de diffusion parce qu'en fait il y a la restriction due à l'œdème qu'on a vu ici, qui est un œdème cytotoxique. Et lorsqu'on va faire la cartographie d'ADC, il va apparaître noir comparé au liquide céphalorachidien où il n'y a pas de restriction de diffusion. Ça va nous permettre de confirmer qu'il s'agit d'un accident, mais en phase aiguë, parce que plus tard, nous aurons des modifications. Les autres, nous vous en parlerons. Également, lorsqu'on a une prise de contraste annulaire, on va sortir le Magic Doctor, et l'une des choses qui vient en premier, c'est l'abcès. Mais on va redouter, et si c'est une tumeur nécrosée, et la séquence de diffusion avec le calcul d'ADC va nous aider. Si nous n'avons que cette image, on va rapidement dire peut-être c'est une toxoplasmose, mais on regarde ici, on va voir qu'il y a une restriction. Non, il n'y a pas de restriction de la diffusion. Si ça avait été un abcès avec du pus et beaucoup d'obstacles, on devait avoir une restriction. La troisième notion que nous voulons aborder, c'est la notion de bas et de haut champ. Alors en pratique clinique, on classe les appareils d'IRM selon plusieurs paramètres, trois essentiellement. Le type d'usage qu'on va en faire, le type d'aimant et la puissance de l'aimant. Par rapport au type d'usage, nous avons des appareils qui vont être dédiés à un système, et notamment le système osteo-articulaire. C'est des appareils qui vont permettre de faire les IRM des articulations, qui sont le plus souvent de toutes petites machines. Il y en a également qui peuvent permettre de faire la colonne vertébrale en station debout. Et nous aurons des IRM qui vont être dédiés à la pathologie mammaire pour faire les IRM du sein. À côté des appareils dédiés, vous avez des appareils à multifonction qui permettent en fait de faire l'IRM de tout le corps et qui peuvent être des machines ouvertes ou fermées. Si nous prenons le type, avant de prendre le type d'aimant, c'est les exemples des appareils dédiés ici. Vous voyez, juste un petit tunnel pour passer le bras ou la jambe et donc faire l'imagerie sur le membre. Ici, il y a un exemple où on peut faire un rachis en station debout. Là, c'est pour faire une imagerie du sein. Selon le type d'aimant, nous aurons des machines qui vont avoir des aimants permanents ou des aimants résistifs. Et nous aurons des appareils qui vont avoir des aimants supraconducteurs. On pourra, dans la discussion, voir ce que ça veut dire. Selon la puissance de l'aimant, nous aurons les IRM de bas champ, les IRM de moyen champ et les IRM de haut champ qui vont avoir une puissance magnétique entre 1 et 1,5 Tesla. Au-delà, ce sont les IRM à très haut champ, comme celui qui est à la cathédrale, c'est une IRM 1.5. On voit l'image ici, donc c'est effectivement une IRM haut champ. Il y a un certain nombre de différences entre les IRM de bas champ et les IRM de haut champ. La première qui est importante à savoir, c'est le coût. Alors les IRM de haut champ vont coûter beaucoup plus cher que les IRM de bas champ. Et nous voulons remercier et reconnaître les efforts du centre médical de la cathédrale qui, malgré le coût de l'investissement, ont quand même accepté d'aligner leur prix sur le prix des IRM qui étaient déjà pratiqués sur les appareils de bas champ.
Voilà. La deuxième chose, et c'est ça qui intéresse le radiologue, c'est sur la qualité d'image qui est une qualité meilleure pour les IRM de haut champ. Et qualité d'image meilleure permet d'explorer les zones d'anatomie davantage complexes. Il est extrêmement important de discuter des règles de prescription d'une imagerie IRM. C'est une imagerie qui coûte cher et donc nécessite d'être très sélectif pour avoir les meilleures indications. Donc la qualité de vos demandes impacte directement sur la qualité technique des examens qui vont être réalisés, parce que c'est à partir des demandes qu'on va élaborer les protocoles, et même aussi ça nous oriente énormément sur l'interprétation. AVCI à 3 heures. Alors on s'est tous emballés en disant voilà le genre de situation pour lequel il faut rapidement faire une IRM parce que ça va permettre aux médecins éventuellement de prendre les bonnes décisions. Et on a demandé à la famille d'amener le malade tout de suite. C'est quand le malade arrive et on commence à l'interroger, qui nous explique non, en fait il a eu ce bulletin il y a 2 mois, il n'avait pas assez d'argent. Voilà, on est à 20 heures, on s'est emmerdé, on a perdu 2 heures de temps juste parce qu'il n'y avait pas de date dessus. Alors si on avait la date, on lui aurait dit reviens tranquillement le lendemain. Une IRM crânio-encéphalique n'est pas une IRM de l'hypophyse, même si l'hypophyse se retrouve dans le crâne. Si vous voulez une IRM de l'oreille interne, vous devez marquer ainsi. Parce que la façon de faire et d'obtenir les images n'est pas la même et le regard ne sera pas le même dans l'intention. Donc en IRM, en plus de tout ça, l'indication doit être la plus précise possible. Et les éléments éventuels, si le malade a déjà été opéré, s'il porte une prothèse, une pile, s'il est connu pour avoir des corps étrangers dans l'œil, il est important de nous le signaler. C'est vrai que dans le check systématique, on recherche toujours, mais on gagnerait en temps si on a cette information avant. L'état de conscience du patient est important. Et en pratique, on a beaucoup de difficultés avec des malades. C'est le garde malade qui vient prendre rendez-vous. Et au moment de l'examen, vous vous rendez compte que le malade est tenu par 3 ou 4 personnes parce qu'il ne peut pas tenir sur place. Vous n'avez pas prévu les moyens de sédation. Vous ne connaissez rien d'autre de son dossier. Parfois, on est obligé de renvoyer les examens pour faire appel aux anesthésistes qui nous aident pour sédater ce patient. Donc, si vous avez un patient qui ne peut pas coopérer pour une raison ou pour une autre, il vaut mieux le préciser pour que nous anticipions sur la façon de le recevoir. Un malade qui ne peut pas se coucher, ce sera difficile de lui réaliser une IRM parce qu'il doit pouvoir rester couché au moins 10 à 15 minutes. Aussi, il est important, si des examens ont été déjà faits, de nous transférer les résultats. Et la dernière fois, nous avons reçu un malade qui avait déjà fait 2 scanners et dont l'indication de l'IRM en fait partait du scanner, mais on n'avait aucun résultat. Les patients et la famille sont venus. On a dû attendre le lendemain qu'ils nous ramènent les résultats des scanners pour qu'on comprenne exactement quelle était la question posée. L'état clinique du patient, si le patient est immunodéprimé, il y a des patients qui sont drogués et il y a des images sur le cerveau qui vont être liées à la consommation de cette drogue. Il peut arriver que vous ayez des doutes sur ce que vous allez faire. Alors, je vous conseille de regarder le guide de bon usage des examens d'imagerie qui permet de vous donner des orientations sur l'examen à choisir en premier et les attentes qui peuvent survenir sur cet examen. Sur le guide, vous aurez 4 colonnes. Une colonne qui vous dit quel est le niveau d'indication pour l'examen. Une colonne qui vous dit le niveau de preuve scientifique pour cet examen-là par rapport à la situation clinique. Une autre qui vous renseigne si l'examen est irradiant ou pas. Et un petit commentaire qui peut vous aider dans le choix. Alors je vous montre là par exemple le guide de bon usage des examens d'imagerie. C'est assez gratuit, rédigé par la Société française de radiologie. Ici le chapitre sur la tête, l'accident vasculaire. On vous dit l'examen IRM, c'est l'examen qui a le niveau de preuve scientifique le plus élevé. Donc si c'est possible, c'est l'IRM qu'il faut réaliser et c'est un examen non irradiant. Si un éventail non négligeable de traitement d'image et de diagnostic, l'IRM aussi, mais que choisir et quand choisir. Alors les opportunités du scanner, on les connaît. Les limites, c'est surtout dans la caractérisation et dans l'étude de certaines zones du cerveau, la fosse cérébrale, l'angle chondrocérébral, l'hypophyse, ainsi de suite.
Et le scan peut être en retard sur certaines pathologies sur le plan diagnostique. L'IRM corrige ça par l'excellente caractérisation tissulaire et une meilleure étude dans les pathologies de substances blanches, fosse cérébrale postérieure, les malformations cérébrales. Il peut vous réaliser des séquences angiographiques sans avoir besoin de produits de contraste et surtout il n'est pas irradiant. Le mauvais côté de l'affaire, c'est que ça coûte un tout petit peu comparé au scanner, au moins 2 fois, sinon 2 fois et demi le prix d'un scanner sans évolution. Voilà, les séquences qui vont nous aider sont celles-ci, les séquences ultra rapides, les hautes résolutions, l'imagerie fonctionnelle de perfusion, ainsi de suite pour l'IRM. Avec le haut champ, le temps d'examen est devenu de plus en plus réduit et pour un examen bien réglé, on peut faire une IRM du crâne en 10 maximum 15 minutes et dont l'adage time is brain a toute sa valeur parce qu'on va aller vite et on va avoir un résultat pour tenter de sauver une partie du cerveau. En mode sans injection, confirmé effectivement qu'il y a une thrombose, voire des anomalies vasculaires. Avant, c'était surtout le T2 étoile, mais vous voyez que sur cette nouvelle séquence, qui est une séquence qui magnifie la susceptibilité magnétique, pour comparer cette image à celle-là, voilà, on pouvait facilement passer à côté de ces éléments. Alors, pour étudier l'ultrastructure cérébrale, rechercher les malformations qu'on peut en voir là, hein, les malformations du plissement, c'est-à-dire de la giration, voilà, l'IRM haute résolution sur le haut champ est bien. En situation d'ischémie aiguë, voilà, avec l'imagerie de perfusion combinée à la diffusion, on est capable de nous dire s'il y a encore quelque chose à sauver sur ce cerveau, ou alors si le territoire est totalement ischémié, les autres vont vous en parler. Ce n'est pas le cœur, hein, c'est un gros disque dans le thorax. On peut faire l'imagerie de la circulation du liquide céphalo-rachidien et vous montrer effectivement qu'il y a une sténose de l'aqueduc là-bas. On peut faire une diffusion orientée selon l'axe des fibres et vous redessiner à peu près l'axe des fibres. C'est important pour les neurochirurgiens qui peuvent avoir des rapports entre la tumeur qu'ils veulent enlever et les axes qui peuvent être vitaux. Voilà, on finit rapidement en disant c'est une excellente opportunité d'avoir une IRM de haut champ. La multiplicité des séquences et la rapidité nous permet de travailler avec beaucoup plus d'aisance en neurologie et en ORL, à condition que nous ayons des demandes très précises et que la collaboration entre les cliniciens et les radiologues soit saine. Je vous remercie. Traumatique, infectieuse, tumorale, vasculaire. Quelles sont les attentes du neurochirurgien? Donc nous allons commencer le premier chapitre. Il va s'agir de la pathologie traumatique en phase aiguë et non aiguë. Nous savons qu'en phase aiguë, la tomodensitométrie permet de visualiser tout ce que l'on veut, à savoir les fractures, les hématomes, l'hydrocéphalie, les causes étrangères. Mais elle ne permet pas de montrer les lésions axonales diffuses. Les lésions axonales diffuses, quand on n'avait pas l'IRM, étaient posées lorsque nous avons un déficit neurologique qui était visible, mais on avait un scanner qui était normal. Donc en phase aiguë, le scanner nous permet d'avoir tous nos objectifs et de penser à un traitement, mais elle ne nous montre pas ces lésions axonales diffuses. L'IRM en phase aiguë n'est pas tellement important parce qu'elle ne va pas modifier la prise en charge. Ici, sur cette coupe, le scanner va permettre de voir, comme nous l'avons dit, les fractures, l'embarrure, les hématomes. Ici, nous avons l'hématome sous-dural, un hématome extradural à ce niveau, va nous permettre de voir les signes indirects des fractures de base du crâne, comme ce pneumocrâne. Donc l'apport de l'IRM en traumatologie crânio-encéphalique est important en phase non aiguë. Donc lorsqu'il y a une discordance entre la clinique et la tomodensitométrie, et le plus souvent, nous avons un déficit neuropsychologique avec un scanner normal, et puis lorsqu'il s'agit d'un problème d'assurance, etc., il faut éviter les simulateurs, les hystéries. Donc dans toutes ces pathologies, nous allons
demander une IRM. Et lorsqu'il s'agira aussi, nous avons certains patients qui ne veulent pas reprendre des services ou les enquêtes qui demandent les expertises médico-chirurgicales. Nous avons des patients, ils se disent malades avec un scanner normal. Est-ce des lésions axonales diffuses? Est-ce qu'il y a un problème qu'on ne voit pas au scanner? Dans ces états, l'IRM a toute sa place. Voilà. En conclusion, nous dirons que l'IRM n'a pas un apport réel en traumatologie crânio-encéphalique en phase aiguë et n'influence pas la prise en charge. Cependant, en phase subaiguë chronique, on attend d'elle qu'elle fasse l'évidence des lésions axonales diffuses qui sont invisibles au scanner, dont l'intérêt est surtout médico-légal. Donc la justice, les assurances, comme nous l'avons dit, avec la reprise professionnelle. Le deuxième chapitre, nous allons subitement bondir sur ça. Il s'agit de l'IRM et de la pathologie infectieuse. Donc la tomodensitométrie est l'examen de choix en phase suppurative. Elle est patente, elle nous montre tout ce qu'on veut voir, elle nous permet de poser notre geste chirurgical. Mais en phase présuppurative, l'IRM a toute sa place. Ici, nous avons pris quelques exemples. On a cette image classique d'un abcès avec cette classique en tricortical. Nous avons une hypodensité axiale qui représente le pus, une hyperdensité ici annulaire avec prise de contraste qui représente la coque, et nous avons des hypodensités à côté de la lésion qui sont des œdèmes périlésionnels. Donc nous avons dit, elles nous permettront aussi de voir les abcès, les empièmes à la fois extradurales et sous-durales. On n'attend pas de l'IRM en pathologie tumorale qu'elle nous fasse un diagnostic histologique, mais on attend une orientation diagnostique. Est-ce une lésion primaire ou secondaire? Lorsqu'on a une lésion secondaire, est-ce que la métastase elle est unique ou multiple? Tout cela va changer la prise en charge chirurgicale. Donc à l'hôpital central, depuis l'avènement de l'IRM à haute résolution, nous avons changé notre protocole de prise en charge. Donc voilà le protocole actuel qu'on utilise. Dès qu'on a une suspicion de processus expansif intracrânien, après l'anamnèse et l'examen clinique à la recherche d'autres lésions, à savoir mammaire, des ganglions, etc., nous passons directement à l'IRM. Donc cette IRM va nous permettre d'aller, de foncer vers la chirurgie, et la chirurgie va nous donner l'histologie après l'exérèse ou cette biopsie. Si la lésion est primaire, nous nous arrêtons là. Il peut s'agir d'un méningiome, d'un gliome de bas grade, grade 1, grade 2. On sait que la chirurgie est thérapeutique. Les grades 3, 4 ont souvent besoin de radiothérapie. Il y a des gens qui voient des lésions de trop, il y en a d'autres qui voient des lésions de moins. Il s'agit ici d'un patient que nous avons reçu en consultation, qui est venu avec son scanner, il a fait les tours des hôpitaux. Certains médecins ont trouvé qu'il y avait un processus expansif intracrânien de la fosse postérieure. Bon, le malade présentait des signes cérébelleux. Peut-être c'est ça qui les a orientés. D'autres nous ont parlé de scanner. Avancées, comme on les appelle aussi. Donc c'est la spectroscopie, la perfusion, la diffusion, le tenseur de diffusion et l'IRM fonctionnel. La spectroscopie, elle consiste à quantifier les différentes molécules présentes dans les tissus grâce à leurs fréquences de résonance différentes, après avoir supprimé le signal du lot. Elles se feront en TE court et en TE long. En TE long, on a trois principaux métaboliques à l'état physiologique, et on a le N-acétylaspartate à 2,02 ppm, qui est un marqueur neuronal et qui se verra abaisser dans la souffrance et la mort neuronale. Nous allons commencer par l'IRM au champ en pathologie tumorale. Comment est-ce que nous l'explorons? Donc nous commençons par les séquences anatomiques, des séquences de base, des séquences standards. C'est le T1, Ursula l'a expliqué tout à l'heure, le T2 pico de gradient, le flair, le T1 gâteau. Et avec l'IRM au champ, on a la possibilité de faire également le tenseur de diffusion, la perfusion, la spectroscopie et l'IRM fonctionnel. Ces séquences sont en général dites classiques, de base ou conventionnelles.
Lorsqu'on a une suspicion de tumeur ou une tumeur avérée, on va d'abord poser le diagnostic de la tumeur en faisant une